et vous laissez rien au hasard. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Oui. Ben, c'est-à-dire que, d'abord, je déconseille de lire certaines pages d'Heidegger, notamment sur l'angoisse, quand vous-même êtes angoissé, donc pas le soir. Non mais c'est ça. Il faut que vous puissiez le lire de bon matin, à l'heure où vous vous réveillez. Hein, j'ai presque envie de dire demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je lirai Heidegger. Vous voyez, je réadapte Victor Hugo, parce que c'est là que vous allez prendre plaisir à le lire. Alors là, c'est bien avec un bon café, vous voyez, vous coupez court avec le monde et vous expliquez que c'est votre Dasein qui l'exige, qu'on vous laisse tranquille. Et là, vous lisez des pages d'Heidegger. Au départ, vous n'en lirez peut-être qu'une. Parce qu'Heidegger s'est truffé de termes grecs qui ne sont pas traduits. Ou alors, il fait des références à des thèmes allemands. Ah oui, non, il faut avoir les dictionnaires avec soi. C'est pour ça que c'est un travail de patience. C'est l'être dans le temps. C'est-à-dire qu'avec lui, vous l'éprouvez véritablement, cet être dans le temps. Il y a un exemple qu'avait donné Bergson qui était très bon. Il avait dit, si je veux boire un verre d'eau sucrée, il faut bien que j'attende, une fois que j'ai mis mon sucre dans l'eau, que le sucre se dissolve. Si je suis pressé, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'essaie de touiller pour que ça aille plus vite. Il n'empêche que c'est physique. Le sucre prendra le temps qu'il lui faut. Voilà. Un œuf à la coque, c'est pareil. Si vous ne voulez pas un truc complètement glaillot, pas bon, ou si vous ne voulez pas un œuf dur, il y a une durée à respecter. Vous avez votre sablier, vous attendez. C'est ça l'épreuve du temps. Et Heidegger, lorsqu'il nous invite à relire Saint-Augustin, que nous dit-il? Saint-Augustin considère que le temps, le contact que je peux avoir avec l'être, avec un grand E, c'est quelque chose que j'aurai lorsque j'aurai fait taire toutes mes passions, lorsque j'aurai fait taire tous mes tumultes, et que je pourrai me retirer dans l'antichambre de mes pensées, dit-il. Ça lui a pris au moins une vingtaine d'années à lui. Hein. Donc, il avait une cabane pour ça en plus. Hein. Oui, puis il a eu la conversion tardive en plus, notre ami Saint-Augustin. Et puis sa mère, Monique, a été particulièrement, extrême dans l'histoire. Hein. Elle a dit à sa femme, écoute, toi tu nous gênes, là tu rentres dans ton pays, je prends ton gamin. Enfin, elle a été, Monique, bon. Mais c'est arrivé, il a eu sa conversion, et on sait que la conversion de Saint-Augustin, elle est particulière, et surtout lorsqu'on le lit, les confessions, ou quand on entre, si vous voulez, dans le concept de la grâce et comment Dieu se révèle à nous, donc l'être se révèle à nous, on est extrêmement heureux de lire ça. Parce que finalement, petit à petit, en faisant taire tout ce tumulte, cette société bruyante, en entrant en soi dans une forme d'introspection qui fait que, ça y est, comme c'est silencieux, on va pouvoir l'entendre, ça veut dire qu'à force d'aller dans les corridors et d'ouvrir des portes les unes sur les autres, eh bien à la fin, je trouve l'être premier, c'est-à-dire l'être de toute chose, et je trouve Dieu. Donc, si vous voulez, si vous ne l'avez pas encore trouvé, vous lisez Saint-Augustin. Et normalement, au bout d'un moment, vous trouvez Dieu. Autre méthode, c'est Pascal, il vous dit, mettez-vous à genoux, ça va venir. J'ai essayé, c'est jamais venu. Par contre, avec Saint-Augustin, j'ai l'impression que c'est moins hermétique. Bon, quand on arrive à cet être, eh bien, l'être, là aussi, il fera référence, en tout cas pour notre ami Saint-Augustin, à la question du temps. Parce que l'être, quand il s'agit de Dieu, vous l'avez bien compris, c'est toute l'éternité, mais l'être du temps, quand c'est moi, c'est autre chose. Et d'ailleurs, il pose une question absolument primordiale. Si on me demande qu'est-ce que le temps, je le sais, et quand il me faut le dire, je ne le sais plus. Je ne sais pas le définir. Et il dit que finalement, je constate qu'il y a du passé, qu'il y a du présent et du futur, mais en réalité, comme je suis soit vers la nostalgie, soit dans l'attente de demain avec tout ce que ça comporte, l'impatience ou l'angoisse, je ne suis jamais complètement à mon présent. Voilà ce que ça précise. Aristote avait dit quelque chose d'assez intéressant, ce qui a dû inspirer aussi Heidegger, c'est dire le temps, c'est le mouvement entre l'antérieur et le postérieur pour une conscience qui compte. Le mouvement entre l'antérieur et le postérieur pour une conscience qui compte. Et la première version, je crois même que c'est une conscience qui nombre. Ça dépend les traductions. Ce qui veut dire qu'il faut compter tous les écoulements du temps. Et comme vous êtes conscient qu'il y a un écoulement du temps, ça y est, ça passe, donc il y a du temps. Et si on fait ça, on ne fait plus rien d'autre. Vous voyez le truc? Donc non, mais c'est extrêmement compliqué quand on y pense. Moi, des fois, vous savez, la philosophie, il faut en prendre tous les jours. Vous savez, comme l'homéopathie. Vous commencez à en lire, et tous les jours, vous allez avoir des formules, vous allez découvrir des formules qui vont vous laisser littéralement perplexe. Première fois qu'on lit Heidegger, on se demande si on n'a pas pris un raz-de-marée ou une bonne gifle, parce que c'est quand même assez compliqué. Mais quand on a ces petits concepts qu'on peut ressortir de sa poche, ça y est, on peut déplier toute une théorie, une pensée et la comprendre. Et donc il nous dit, voilà, l'être dans le temps, s'il veut comprendre ce que c'est que le présent, il faut qu'il sorte de ces dimensions classiques de l'antérieur et du postérieur. Il faut qu'il sorte de la conviction du passé ou du futur. Et il faut qu'il soit pleine attention à son présent.
Du coup, c'est là qu'on retrouve la notion d'authenticité chez Heidegger. Alors, l'authenticité, c'est autre chose. Pardon. Alors, donc, continue ce que tu veux. Non, mais on va y venir. L'authenticité, c'est le fait de dire que nous agissons et nous vivons souvent sur le mode du « on ». Vous avez remarqué quelque chose. Quand vous demandez à quelqu'un « Qu'est-ce que tu as fait ?» Ben, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, il y a un moi hein, bien présent. Quand l'individu se défausse, on n'a rien dit, on n'a rien fait, on n'y était pas, on n'a pas vu. On. Donc, mesdames, quand vous demandez à votre mari « Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi » On n'a rien fait, dites-vous qu'il y a anguille sous roche. Il est dans le ton de l'inauthenticité. Sinon, il dit « je ». Voilà. Ce qui veut dire que quand vous regardez tous les styles journalistiques ne disent jamais « je », on dit souvent « on ». On a assisté à une vague de manifestations, on a assisté à un déferlement de violence. Parce que sinon, si le journaliste se met à écrire « je », il dit « lui », il se désigne, et s'il dit « nous », il se met dans le registre du discours. Donc le « on », c'est l'inauthenticité d'un « je » qui n'assume pas. Voilà. Deux enfants se disputent, vous entendez du bruit dans la pièce, vous arrivez en criant « mais qu'est-ce que vous avez fait ?» parce qu'ils ont cassé quelque chose. On n'a rien fait. Or, ils étaient deux, il y en a bien qui a fait tomber, ou voire même les deux. Vous voyez, c'est le « on » de la défausse, de l'inauthenticité, du jeu qui ne s'assume pas, et donc qui n'est pas le jeu transcendant. Voilà. Parfait. Alors du coup, quand on voit, donc on a vu l'importance de la pensée de Heidegger, du coup, qu'est-ce que ces livres-là, ce livre-là, en l'occurrence, Les Cahiers Noirs, qu'est-ce qu'ils vont changer? Ah, alors, bon, disons que Heidegger, ça c'est la partie des écrits L'être et le temps, où il parle du Dasein, être dans le temps, il faut participer de son présent, donc il a vraiment un corpus énorme. Au moment où ça commence à se gâter en Allemagne, il faut savoir qu'il change de discours, et il commence à travailler la poésie, et la phénoménologie, normalement, de la Hölderlin. Et qu'est-ce que la phénoménologie? Ben, comment vous l'expliquer clairement? Là, il faut lire du Bachelard, si vous voulez, avec toute la théorie des songes. Et ça veut dire qu'en réalité, il faut s'imaginer dans la rencontre entre le verbe qui est dit et qui raconte, avec le vocabulaire qui suggère, comme dans la poésie, avec une sorte de verticalité du temps qui traverse la phrase du poème. C'est-à-dire que... qu'est-ce que je pourrais vous prendre? Sois sage, ô ma douleur, ô tiens-toi plus tranquille. Baudelaire. Si je dis cette phrase, elle veut strictement rien dire pour vous, puisque vous ne souffrez pas. Dites-la quand vous avez une rage dedans. Voilà. Sois sage, ô ma douleur, ô tiens-toi plus tranquille. Ce qui veut dire que c'est une phrase qui est hors du temps. C'est une phrase que vous pouvez formuler tout le temps, c'est le cas de le dire, comme vous pouvez avoir un spleen et la prononcer quand vous êtes un peu nostalgique ou malheureux. Cette phrase vous appartient. Ce qui veut dire que dans sa temporalité, elle a son rythme, puisqu'elle répond à une logique de l'écriture de la poésie, et en même temps, elle fait résonance pour vous parce qu'il y a une verticalité de votre histoire qui traverse l'histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une phrase écrite couchée à l'horizontale sur un papier, il y a une traversée du temps verticale de ce vers qui est couché sur le papier. Donc il travaille à ça, à cette phénoménologie du vers et du verbe. Et pendant ce temps-là, ben, vous vous doutez bien qu'il a le nez là-dedans et qu'il ne veut plus trop lever la tête par rapport à ce qui se passe. Il faut savoir que effectivement, il a été à un moment donné amené à prendre des responsabilités, et d'ailleurs il l'a confié immédiatement. J'ai pris mes responsabilités administratives à l'université, immédiatement je l'ai regretté. Pourquoi? Parce qu'il était de suite chevillé. Le fait de devoir s'occuper d'obtenir de l'argent pour des labos, pour développer de la recherche, etc., il s'est rendu compte qu'il n'était plus dans la possibilité de parler de philosophie. Ensuite, bien entendu, il y a eu des rivalités, comme il y en a toujours. Vous allez dans les facultés aujourd'hui, vous verrez les relations qu'il peut y avoir parfois entre certains collègues. C'est pas à piquer des hannetons. C'est pas de la fiction, c'est réel. C'est-à-dire que les gens s'aiment beaucoup, mais en même temps, dès qu'il y a des rapports de pouvoir, de puissance et d'économie, parce que les labos fonctionnent à l'économie, c'est très compliqué. Donc il y a tout ce domaine-là. Et en même temps, lui, il se rend compte que la montée en puissance du nazisme, au départ, elle est rien pour lui. Pourquoi ? Parce que déjà, alors ce que je vais dire maintenant, je pèse mes mots et ne le prenez pas comme quelque chose de blasphématoire où je veux surtout heurter personne. Juste, il faut se remettre dans un contexte. Quand vous lisez Mein Kampf, je l'ai lu, parce que je suis spécialiste de philosophie politique et je vous l'ai dit, j'ai hérité de ce livre et il est question au départ de philosophie politique, d'organisation politique de la cité.
Quand on lit Hitler ou quand on entend les premières pensées d'Hitler, je ne les cautionne pas, attention, hein. Mais ma foi, c'est un traité de philosophie politique, ou alors c'est l'organisation du politique. C'est un type qui, à la sortie des usines, a du bagou, parle très bien, prend l'appareil qui va bien, il commence à parler, il commence à ameuter le monde ouvrier, il est véritablement comme un bon politicien, entre guillemets, celui qui a du verbe, qui arrive comment dire, à être suivi, et qui va être séduisant d'un point de vue politique. Deuxième partie, c'est le moment où il y a une montée en puissance du pouvoir du personnage, qui d'un coup va apporter à cette dimension de l'économie, la théorie du complot amenée par les juifs contre le monde entier, et une haine absolue contre le juif, et une haine absolue qui deviendra ensuite raciale, et pas simplement une haine parce que les juifs ont de l'argent, en gros. Je dis ça parce que c'est ce dont il est question dans les écrits, hein. Voilà. Le juif, c'est celui qui a les moyens financiers. Donc c'est celui qui pourra gouverner le monde entier et avoir la toute-puissance. Donc les juifs ont comploté contre le monde entier pour avoir cet argent. Comme ils ont comploté contre le monde entier, il faut que nous, national-démocrates allemands, nous luttions pour pouvoir avoir des entreprises qui luttent contre le lobby juif. Voilà ce que c'est l'histoire au départ. Et c'est comme ça que vous vivrez mieux. Voilà en gros ce que serait Hitler. Et après, il y a la deuxième propagande que vous savez très bien. Heidegger, au départ, lui, eh bien, il voit monter en puissance un politicien. Vous voyez ce que je veux vous dire? Alors, je ne défends pas Heidegger, hein, je dis simplement qu'il n'a pas la présence d'esprit de s'imaginer ou de voir au départ, dans les propos du bonhomme en question, un danger. Il ne le voit pas arriver. Pas au départ. Après, il le voit, bien entendu. Et quand il le voit, eh bien entendu, c'est déjà trop tard. C'est au moment où les gens sont déjà dans la peur, parce qu'il y a déjà des milices qui font peur dans la ville. C'est le moment particulier où lui, il est coincé, parce que contrairement à d'autres, il n'a pas pu partir, il n'a pas pu fuir. Ensuite, il faut savoir quand même qu'à l'université, il y a eu des moments où on lui avait demandé de dénoncer ses camarades, il ne l'a pas fait. Et il y a eu même des moments où on lui a demandé de faire porter des étoiles et de donner des noms. Il a refusé de le faire et il a prévenu les enseignants que ça pouvait concerner. Après, il n'a pas pu faire plus que ça. Maintenant, je ne le défends pas quand je dis ça. Il a essayé d'avertir, il a essayé de... Mais moi, je vois par rapport à un livre que je viens de lire, qui vient de sortir chez Gallimard, qui s'appelle La loi du sang. Oui. Et en l'occurrence, c'est Penser et agir oui. En Asie, c'est le sous-titre. Et on voit à quel point c'était tellement imprégné dans la société et c'était tellement... que là, dans Peter Troni, il le dit un terme, il parle de contamination, en fait, de contamination. Et en l'occurrence, la question, c'est peut-être ça, en quoi cette contamination de la société, elle peut avoir peut-être touché la philosophie de Heidegger. Je vais vous dire, aujourd'hui, on a une contamination du monde aussi, hein. On est dedans, hein. La société, 1933, on n'est pas loin, hein, ça y ressemble beaucoup, on est dans un même paysage, on a changé de camp, on a changé d'identité physique, mais on peut les nommer. Vous allez dire, que font les philosophes? Vous allez me dire aussi, parce qu'après tout, je suis philosophe. Moi, j'écris des traités, je dénonce certaines choses, notamment un égoïsme ambiant, puis le fait qu'on mette des œillères et qu'on ne voit plus rien, donc on ne dénoncera pas, et qu'il manque un courage citoyen et un courage politique. Mais je peux le dire, moi, par rapport à moi. Comment voulez-vous que je le dise par rapport à Heidegger? Tout ce que je peux dire, c'est que le type, il est dans une Allemagne avec une montée en puissance d'un bonhomme qui aurait au départ été un politicien. Il ne voit pas arriver l'histoire parce qu'à mon avis, il est naïf comme beaucoup. Je rappelle quand même qu'Alain est un penseur qui a dit à un moment donné quelque chose d'assez exceptionnel. Il a dit, après coup, quand on a su l'horreur des camps, etc.,